Bien, il semble que la salle d'attente soit désormais quasiment vide, ou en tout cas que les entrées se fassent de manière un petit peu plus irrégulière. Donc, je vous propose de commencer cette réunion publique de lancement de cette concertation, comme évoqué tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif de visioconférence qui partage les écrans à la fois entre les représentants de Bordeaux Métropole à l'hôtel du département et puis aussi à distance avec certains élus qui nous ont rejoints. Donc, je le disais, une réunion publique de lancement pour la concertation de la 11e modification du PLU. C'est une concertation qui se tient du 26 avril au 14 juin 2021 et nous sommes aujourd'hui dans le premier temps de rencontres, d'échanges directs avec le grand public autour de ce projet. Cette réunion a des objectifs assez larges, mais nous avons vraiment un point d'attention de manière à vous permettre de présenter ce projet de modification, de l'illustrer et surtout de vous aider, de vous donner des clés pour contribuer à ce projet à fort enjeu. Et bien sûr, à l'occasion de cette réunion, répondre à d'éventuelles questions et remarques. Donc, je vous le disais, quelques règles de visioconférence qui s'imposent dans le contexte, certes qui évoluent, mais qui nous contraignent toujours. Donc, des micros coupés pour la qualité audio, mais aussi avec le grand nombre de personnes, puisqu'on est quasiment 130 connectés en même temps. Ces micros sont coupés, mais vraiment, on vous invite au travers de la colonne de discussion, vous l'avez en bas, c'est une petite bulle, à cliquer dessus et à avoir la possibilité de donner vos remarques, vos contributions, vos questions à notre équipe et à moi-même, de manière à ce que nous puissions être vos relais, puisque pendant la réunion, nous aurons des temps pendant lesquels nous pouvons y répondre et les commenter. Petite astuce pour celles et ceux qui peuvent couper leur caméra, vous serez d'autant plus fluide à la réception du flux vidéo, parce que comme on est très nombreux, ça impacte aussi. Et puis, dernier point et non des moindres, je me dois de vous informer que cette réunion, pour les besoins d'un compte-rendu exhaustif, est enregistrée à la fois vidéo et audio. Vous trouverez dans la barre de discussion les mesures dites RGPD, donc de protection des données personnelles, de manière à ce que vous puissiez en prendre connaissance et votre connexion ce soir ou le maintien de votre connexion toutefois atteste de votre prise en compte et de votre accord. L'ensemble des questions, des remarques que vous fournirez dans la bulle de discussion feront partie du compte-rendu, seront repris de manière exhaustive et toutes les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse ce soir, quel qu'en soit le motif, informations non disponibles ou par manque de temps si elles étaient trop nombreuses, vous les retrouverez toutes en intégralité dans le compte-rendu de la réunion. J'en ai terminé avec cette introduction. Vous présentez d'ores et déjà les 3 élus qui nous accompagnent et qui vont introduire cette rencontre. Dans un premier temps, M. Bernard Louis Blanc, vice-président en charge des stratégies urbaines, qui me semble-t-il va être à l'écran. Monsieur Blanc, bonjour. Oui, bonsoir. Nous avons également Madame Christine Bost, vice-présidente en charge de l'aménagement urbain et naturel et du foncier opérationnel. Madame Bost, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir à tous. Et enfin, Marie-Claude Noël, conseillère métropolitaine déléguée au plan local d'urbanisme. Madame Noël, bonjour à vous aussi. Bonsoir à vous tous. Voilà. Donc, messieurs, dames les élus, Monsieur Blanc puis Madame Bost, peut-être vous laissez la parole pour un petit propos introductif sur ce projet et cette démarche. Oui, merci. Très rapidement. Il y a un écho terrible. Je vais baisser un peu le son. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire un petit propos rapide, mais juste pour fixer 2 points qui nous semblent extrêmement importants. Rappeler que l'un des premiers engagements de la nouvelle mandature a été de faire effectivement rapidement évoluer les documents d'urbanisme pour mieux prendre en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique et écologique du territoire, ce qui nous tenait véritablement à cœur. Cette évolution, elle passe par des procédures réglementaires qui sont relativement longues et c'est pour ça que nous avons choisi de mener cela en 2 temps. Une première modification, d'abord, du PLU, qui implique de rester dans le cadre des orientations d'urbanisme et d'aménagement de l'actuel PLU et qu'on retrouve essentiellement dans un élément qui s'appelle projet d'aménagement et de développement durable, afin de pouvoir ensemble avancer sur 2 objectifs qui nous semblent majeurs.
Le premier, c'est comment préserver et renforcer la place de la nature sur le territoire. Et comment, le deuxième objectif, favoriser en même temps la construction de logements adaptés aux besoins sur l'ensemble du territoire. Donc, nous souhaitons tenir ensemble ces deux dimensions, ce qui n'est pas aussi évident que cela. Le contenu de cette modification est travaillé en étroite collaboration avec les 28 communes de la métropole qui ont chacune des spécificités à prendre en compte et sera alimenté par la concertation qui s'engage à l'initiative de la métropole et d'autres qui ont pu être organisées directement par certaines communes. Et cette modification devrait être, si nous tenons notre planning, en vigueur début 2023. Dans un deuxième temps, une révision du PLU permettra d'aller beaucoup plus loin dans les évolutions et elle pourrait être engagée en 2022 afin de prendre en compte les évaluations des effets de l'actuel PLU qui viennent d'être lancés. Cette procédure, effectivement, est beaucoup plus longue et elle nous occupera pendant toute la durée de notre mandat. Et bien évidemment, vous serez invités à y contribuer activement. Donc, pour conclure mon petit propos introductif, je voulais bien partager avec vous le fait qu'il faut voir la concertation qui s'ouvre sur cette 11e modification du PLU comme une première étape, une sorte de phase de rodage qui nous permettrait de prendre la bonne trajectoire et de travailler ensemble sur des inflexions qui seront à consolider ensuite dans le cadre de la révision. Merci et bon échange avec nous pendant cette soirée. Merci, Monsieur Blanc, pour ce propos introductif. Peut-être laisser la parole à Madame Bost pour compléter. Oui, bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, vous présenter les excuses du président Diani qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette soirée. Bernard-Louis Blanc a donné un petit peu le cadre général de cette mise en bouche finalement qui est la modification du PLU. Mise en bouche qui va quand même nous tenir pratiquement 18 mois avant que la modification puisse être opérationnel. Si je parle de mise en bouche, c'est parce que c'est effectivement une préfiguration du travail qui nous attend aussi sur la révision plus générale du PLU qui va également s'engager. On est en train de parler, on est là ce soir pour cette première rencontre d'un document d'urbanisme, donc d'un cadre, de règles, qui sont parfois complexes à mettre en œuvre, qui à partir du moment où on les imagine et on les pose sur un territoire sont parfois devenus obsolètes parce que le territoire a déjà pas mal évolué. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité d'avoir des phases de modification donc régulières au fil de la vie de ce grand document d'urbanisme. L'intérêt de ces modifications, c'est aussi de s'adapter aux évolutions de la société, c'est aussi de s'adapter aux évolutions de notre ville. Les enjeux qui sont devant nous, c'est effectivement des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, c'est comment on s'adapte, comment on maintient une certaine qualité environnementale, une certaine qualité de vie sur notre territoire, qui est d'abord un territoire assez éclectique. Les 28 communes de la métropole, elles sont toutes différentes. À l'intérieur même de certaines communes, il y a des quartiers qui ont des aspirations qui sont différentes également. Et le deuxième enjeu, la deuxième partie de l'équation, c'est comment aussi on permet à de nouvelles familles de vivre sur notre territoire ou simplement à s'adapter aux évolutions des familles, les problématiques d'écohabitation notamment, les enfants qui quittent le nid familial et qui ont envie de s'éloigner mais pas forcément trop. Donc comment on leur permet d'accéder à des logements qui sont adaptés aussi à leur portefeuille tout simplement. Donc, c'est comment on construit la ville pour tous, mais une ville qui ne sacrifie pas la qualité de vie de ceux qui sont déjà là. Donc, c'est aussi ce sur quoi on vous invite à travailler ce soir. Merci beaucoup, Madame Bost, pour ce complément d'introduction.
Peut-être juste, est-ce que, Madame Noël, vous souhaitez compléter cette introduction? Non, à ce stade, je pense que véritablement l'essentiel a été dit. Je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre dans le détail de la présentation et éventuellement je répondrai à des questions particulières si certaines sont formulées auxquelles je peux répondre plus particulièrement. D'accord, merci beaucoup, Madame Noël. Donc, des élus qui sont en introduction et puis aussi différents intervenants qui vont se succéder ce soir pour vous présenter ce projet et l'illustrer de manière la plus pédagogique possible. Donc, des intervenants sur place, présents. Donc, à ma gauche, en l'occurrence, Christine Volpillac, qui vous êtes responsable du service planification urbaine. Et puis, à votre gauche, Marine Loisel, urbaniste, mais chargée de la concertation urbaine. Et donc, sur ce projet, bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Nous avons également à distance, et ils interviendront un peu plus tard dans la présentation, deux collègues à vous, Hélène Trouvé-Robin, qui est chargée de mission sur le plan local de l'habitat, et Sophie Bellagarde, responsable de centre à la direction de la mobilité. Merci également à toutes les deux de nous avoir rejoints. On vous donnera la parole tout à l'heure dans la présentation. Donc, ces intervenants qui vont se succéder au cours d'une réunion finalement découpée en trois grandes parties, surtout deux en fait. Une première qui va revenir sur la présentation du plan local d'urbanisme, dit PLU 3.1, et vous comprendrez pourquoi cet acronyme, et de la procédure de modification qui nous occupe ce soir. À l'issue de ce premier temps de présentation, et j'allais dire de définition principalement aussi, pour bien comprendre, on ouvrira un premier temps de questions-réponses. On sera le relais des questions que vous aurez posées dans la conversation en lien avec cette première partie. Et puis, on ouvrira ensuite une deuxième séquence sur les thématiques à enjeu pour le plan local d'urbanisme et notamment dans le cadre de cette modification. On essaiera là d'illustrer les différents thèmes et sujets sur lesquels vous pouvez contribuer et générer des orientations pour être intégrés dans cette modification. Un nouveau temps de questions-réponses pour aller plus loin dans les remarques et les contributions que vous aurez formulées. Et enfin, nous clôturerons cette réunion en vous rappelant, si vous ne le savez déjà, les différentes étapes qui composent cette concertation et les modalités qui vous sont proposées tout au long de cette période pour continuer à contribuer et vous informer. Voilà qui est fait pour la partie déroulée. Donc, sans attendre, rentrons dans le vif du sujet avec vous, Christine Volpillac, sur ce premier temps de remise en contexte du document et de la procédure. Merci, bonsoir à tous. Je vais donc commencer par tenter de vous présenter ce qu'est et ce que ne peut pas un PLU, et plus particulièrement le PLU de Bordeaux Métropole. Et Marine Loisel vous en dira quelques mots supplémentaires sur la procédure de modification. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un PLU? Le PLU concerne tout le monde, comme il va vous en rappeler. C'est un document d'urbanisme qui est à la fois stratégique et réglementaire. Stratégique puisqu'il affirme et décline un projet de territoire, et réglementaire en ce qu'il propose une boîte à outils issue du Code de l'urbanisme pour mettre en œuvre ce projet. C'est ce qu'on appelle un document de planification urbaine, c'est-à-dire qu'il concerne l'organisation de la ville dans l'espace et dans le temps, ceci afin de développer un cadre de vie adapté à tous les citoyens et les usagers de la ville. Que contient un PLU? Donc, je vous l'ai dit, c'est un document réglementaire et donc le contenu est cadré par le Code de l'urbanisme. Et pourquoi des précisions sur ce PLU? En effet, le titre PLU est un peu réducteur parce qu'au-delà de l'urbanisme, le document traite non seulement d'urbanisme donc, mais plus globalement de toutes les thématiques qui font la ville, à savoir le paysage, les protections des espaces naturels, agricoles et forestiers, la préservation, la remise en bon état des continuités écologiques, les transports et les déplacements. Il aborde aussi le développement économique, les loisirs, les équipements commerciaux. Il se doit de traiter de l'aménagement, de l'habitat, des équipements nécessaires aux fonctions urbaines. Il évoque aussi les communications numériques, les réseaux d'énergie et surtout, c'est un projet qui doit fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il y a toute une hiérarchie dans les différents documents d'urbanisme en fonction des échelles de territoire et de temps. Et dans cette hiérarchie des normes,
le PLU se doit d'être compatible avec ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT qui nous concerne, qui concerne donc l'aire métropolitaine, concerne environ 93 communes au sein du département. Et ce SCOT a été approuvé le 13 février 2014. Le PLU, à quoi sert-il? Alors, le PLU, c'est avant tout un document qui sert à organiser le territoire en veillant aux grands équilibres. Ainsi, il contribue à la préservation, à la répartition des espaces de nature. Il se doit de fixer l'offre en logement et de veiller à sa bonne répartition sur le territoire. Le PLU permet aussi de maintenir et de développer l'emploi. Il définit la localisation des équipements nécessaires à la vie de la cité. Il veille à la bonne répartition des transports sur le territoire, notamment. Et pour ce faire, il peut notamment agir sur la localisation ou l'interdiction de certains types de construction ou d'activités dans certains secteurs, certains quartiers. Il peut aussi agir sur le volume des bâtiments, la hauteur, leur implantation. Il peut agir sur, et ce qui nous intéresse particulièrement ce soir et dans cette procédure, la préservation des paysages et de la biodiversité. Mais en revanche, il ne peut pas prescrire des matériaux précis ou des couleurs précises. Il ne peut pas réglementer l'aménagement intérieur des bâtiments. Il ne traite pas de la réglementation sur le domaine public. Il ne peut pas réglementer le type de production agricole. Tout ça, c'est traité ou encadré par d'autres codes, d'autres législations qui ne sont pas reprises dans le PLU. Maintenant, plus précisément, le PLU de Bordeaux Métropole, que l'on appelle le PLU 3.1. Le PLU 3.1, parce que notre plan local d'urbanisme est un document intercommunal qui vaut programme local de l'habitat, PLH, et plan des déplacements urbains, PDU. C'est donc ce que l'on appelle dans le jargon des urbanistes un PLUI HD et que nous avons appelé le PLU 3.1 ou PLU 3 en 1. Notre PLU a été approuvé en décembre 2016 suite à un long processus d'élaboration qui a duré plus de 6 ans. C'est un projet, comme l'a précisé notamment Bernard, c'est un projet qui a été co-construit et qui mêle à la fois les échelles, les acteurs, les différentes politiques sectorielles et ce au gré de diverses procédures d'évolution. Le projet tel qu'il existe dans le PLU 3.1 est le fruit d'un travail itératif à double échelle, à la fois l'échelle métropolitaine et l'échelle communale. C'est un peu ce qui illustre la petite illustration à gauche de la vignette de gauche, qui explique qu'en fait, l'idée était de conjuguer au mieux à la fois les enjeux métropolitains et les intérêts communaux, avec une sorte de puzzle où je fais 28 morceaux qui correspondent bien à l'identité, à la spécificité de chacune des communes, mais qui ensemble font un projet cohérent, qui est donc traduit dans notre PLU 3.1. C'est un projet qui a été construit avec différents types d'acteurs. En premier lieu, les 105 élus métropolitains, mais aussi, comme l'ont rappelé nos élus, les 28 communes membres de Bordeaux Métropole. C'est un projet que nous avons également travaillé avec différents partenaires, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou autres. Et puis, bien sûr, un projet qui est construit avec le public et c'est la raison de notre réunion de ce soir. Et enfin, c'est un projet qui se doit d'avoir une approche à la fois thématique, mais aussi transversale, puisque en fait, c'est l'ensemble de ces équilibres et c'est l'ensemble de ces thématiques mises en musique et non pas juxtaposées qui font la ville telle qu'on la vit. Le PLU, il est traduit dans un certain nombre de documents dont vous pouvez trouver l'intégralité en ligne sur le site internet de Bordeaux Métropole. Il y a en premier lieu des documents qui exposent le projet, ses orientations, ses objectifs. C'est ce que l'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Et puis, les programmes d'orientation et d'action pour l'habitat et la mobilité que développeront mes collègues Hélène Prouvé-Robin et Sophie Bélaga. Il y a ensuite la boîte à outils réglementaires qui permettent de mettre en œuvre ce projet,
et qui est décliné dans les orientations d'aménagement et de programmation territoriale, dans un certain nombre de pièces réglementaires écrites ou graphiques, dans certains plans annexés. Et l'ensemble de tous ces éléments est expliqué dans le rapport de présentation qui fait état de l'état initial du territoire, qui explique l'ensemble des choix retenus tant pour les objectifs que pour les outils que l'on met en œuvre pour y répondre. Vous trouverez aussi dans le rapport de présentation l'évaluation environnementale de notre projet, ainsi qu'un résumé de l'ensemble de ces choses. Donc, plus précisément, que contient notre projet d'aménagement et de développement durable, donc la clé de voûte du PLU. Ce document énonce des orientations d'urbanisme et à travers des orientations elles-mêmes déclinées en grands objectifs. Le projet de Bordeaux Métropole est de construire une métropole attractive à l'échelle européenne en s'appuyant sur l'harmonie de ses paysages et de son cadre de vie. Et donc ceci à travers les 5 orientations suivantes. La première de ces orientations, c'est agir sur la qualité urbaine en s'appuyant sur le patrimoine et sur les identités locales. Cette orientation, qui n'est pas des moindres, est déclinée en plusieurs objectifs, notamment stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de préserver l'équilibre 50-50 existant. Effectivement, on a 51% des espaces du territoire qui sont en zone naturelle et agricole et 49% qui sont donc des espaces urbains ou urbanisés. Notre objectif est de valoriser le patrimoine et les identités locales pour une ville plus diversifiée et moins uniforme. Et pour cela, il y a dans notre boîte à outils plus de 150 zonages différents avec des règlements associés. Notre objectif, troisième objectif, est notamment de développer la présence du végétal au sein des quartiers. Et on retrouve ainsi dans les différents documents plus de 13 000 hectares de protection paysagère, plus de 5 000 hectares d'espaces boisés classés et près d'un millier d'arbres remarquables repérés. La deuxième orientation de notre projet est de respecter et de consolider l'armature naturelle de la métropole tout en anticipant les risques. Et notamment, on trouve pour objectif le fait de conforter les espaces naturels et agricoles. Pour ce faire, il y a actuellement dans le PLU près de 11 zonages naturels et agricoles différents, qui couvrent plus de 30 000 hectares. Et cette diversité de zonages permet de préserver les continuités écologiques et d'offrir les maintiens d'une agriculture urbaine en tenant compte de la vocation et des usages de l'ensemble de ces différents espaces. Un autre objectif, toujours dans cette orientation, est la prise en compte de l'importance de l'eau dans le territoire, puisque effectivement, l'eau a une forte présence sur notre territoire, tant du fait du risque d'inondation que de la richesse de ses cours d'eau et de ses sous-sols, de l'eau contenue dans ces sous-sols. Et on trouve donc différents outils dans notre document avec la protection au regard du risque d'inondation, des périmètres de constructibilité sous conditions le long des cours d'eau, des périmètres de protection des continuités écologiques de la trame bleue, notamment pour préserver à la fois l'eau, mais aussi les ripisylves et toute la biodiversité qui a trait, ou encore les zones humides et avec un traitement particulier, un repérage particulier concernant les lagunes. La troisième orientation du PADD consiste à mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville. Il s'agit de permettre l'implantation et le maintien de tout type d'emploi. À ce titre, 14 zonages ont été créés, 14 zonages différents, dédiés à la fois aux grands équipements, aux différentes activités économiques et au commerce. En effet, la ville se veut multifonctionnelle, mais pour autant, certaines activités ne sont pas compatibles avec l'habitat et il y a donc lieu pour pouvoir préserver à la fois la sécurité des habitants et le maintien des emplois, de pouvoir avoir certains secteurs dédiés. Un autre objectif dans le domaine de l'activité économique est plus spécifique à l'urbanisme commercial. Il s'agit de requalifier et de limiter les zones commerciales existantes et de revitaliser les commerces de proximité. Et il y a donc des outils dans notre PLU dédiés à cet effet.
La quatrième orientation du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable, de poursuivre le développement d'une offre en déplacement en cohérence avec l'ambition métropolitaine. On trouve dans cette orientation l'objectif d'améliorer la fluidité des différents trafics routiers, notamment pour les transports collectifs, les transports de marchandises, les véhicules particuliers, avec un certain nombre d'outils dédiés plutôt visibles sur le plan, et puis un objectif aussi particulier sur la promotion pour les déplacements quotidiens d'un usage renforcé du vélo, avec à la fois des obligations qualitatives et quantitatives renforcées dans le règlement écrit et tout un tas d'actions développées dans le POA mobilité. La cinquième et dernière orientation affichée dans notre projet actuel est de concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance. Il s'agit de répondre aux besoins en logement et d'agir en faveur de la diversité sociale avec différents outils tels que les servitudes de mixité sociale, les secteurs de diversité sociale. On trouve aussi sur le territoire plus de 140 secteurs sur lesquels la taille minimale de logement est réglementée. Notre objectif est de réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux risques technologiques. On trouve encore comme objectif dans cette orientation le fait d'encourager la qualité environnementale et énergétique des bâtiments. Voilà donc les 5 grandes orientations qui prévalent dans notre projet d'aménagement et de développement durable. Ces orientations et ces actions sont complétées ou précisées du fait de notre spécificité d'avoir un document 3 en 1 par des programmes d'orientation et d'action qui ont trait plus particulièrement à l'habitat et à la mobilité que vont nous développer nos collègues. Effectivement, Madame Volpillac, on a Hélène Trouvé-Robin, chargée de mission au plan local de l'habitat, qui est avec nous à distance ce soir. Peut-être, Madame Trouvé-Robin, vous pouvez activer votre micro si ça n'est déjà le cas pour votre intervention. Alors, en attendant que Madame Trouvé-Robin nous rejoigne, l'autre intervention concernait le programme d'orientation et d'action relative à la mobilité. Ah, pardon, Madame Trouvé-Robin, on vous a récupéré. Oui, excusez-moi, mon micro était bloqué. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute. Oui. Bonsoir. Donc oui, le programme d'orientation et d'action en faveur de l'habitat regroupe tout le programme partenarial nécessaire à mobiliser pour la mise en œuvre de l'ensemble de la politique de l'habitat. Il a pour but de pouvoir justement mobiliser donc l'ensemble des partenaires sur différents axes prioritaires pour Bordeaux Métropole. Le premier, c'est un axe qui s'attache à rassembler tous les partenaires pour répondre à la demande, aux besoins en logement des habitants, avec une préoccupation sociale assez forte. Et donc, dans cet axe-là, le POA Habitat tente de lister tous les publics pour lesquels il est nécessaire d'adapter notre politique de l'habitat, que ce soit les familles, les jeunes étudiants ou les jeunes en précarité, les personnes âgées, les personnes handicapées, les ménages issus de la communauté des gens du voyage, les ménages en situation très précaire, voire sans abri. Le deuxième axe prioritaire de cette politique de l'habitat, c'est une action pour produire des logements, notamment des logements neufs. Et des logements accessibles, donc que ce soit en matière d'accès à la propriété ou d'accès au logement social. Enfin, le troisième axe prioritaire vise à donc mobiliser l'ensemble des partenaires pour améliorer l'habitat existant, qui représente quand même 80% du parc de logements de la métropole.
cet habitat existant, qui sont les logements qui existent déjà, l'amélioration des logements existants se décline sous différents axes en fonction du statut du logement, que ce soit des logements propriété des ménages ou bien des logements dans le parc locatif social. Là encore, dans cet axe-là, une part importante de nos actions visent à accompagner plus particulièrement les ménages précaires pour améliorer leur habitat et également améliorer la précarité, enfin lutter contre la précarité énergétique, le logement indigne et ces situations d'habitat dégradé. Voilà en quelques mots les différents axes de la politique de l'habitat. Je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions peut-être plus précises sur tel ou tel sujet. Juste pour terminer, dans le cadre de cette modification du PLU, bien entendu, nous allons faire évoluer un peu ce programme d'action, d'abord pour le mettre à jour par rapport aux réflexions qui ont pu et aux nouveaux dispositifs qui ont pu émerger depuis l'adoption du PLU. Et puis, nous sommes dans une démarche d'évaluation à mi-parcours, puisque ça fait plus de 3 ans que le PLU et donc le PLH a été adopté. Et dans cette démarche d'évaluation à mi-parcours, eh bien, nous avons fait un bilan de nos actions que nous partageons avec les partenaires. Et suite à ce bilan, nous ferons évoluer nos objectifs et nos actions pour améliorer, pour renforcer ce qui marche bien pour l'instant et pour améliorer ce qui n'a pas forcément encore été mis en œuvre. Merci beaucoup, Hélène Trouvé-Robin. Avant de poser les questions, puisqu'on aura un temps de questions-réponses dédié, on vous garde avec nous et on vous interpellera en fonction des questions. Et a priori, on commence à en avoir. Laissez la parole à Sophie Bélagarde, responsable du centre à la direction de la mobilité, pour nous commenter le POA mobilité plus spécifiquement. Madame Bélagarde, est-ce que vous êtes bien avec nous et est-ce que votre micro fonctionne ? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Très bien, merci beaucoup, on vous écoute. Alors, donc, le POA mobilité du PLU vise effectivement à synthétiser les grandes orientations de la politique de mobilité de Bordeaux Métropole et donc à notamment diminuer la pollution et améliorer la qualité de l'air et améliorer également les déplacements sur la métropole en visant en particulier le report de l'autosolisme, donc les voitures pratiquées seules, va-t-on dire, vers les transports en commun et les modes actifs, le vélo et la marche, pour remplir ces grands objectifs. Donc, le POA mobilité, il comporte 4 grands axes. Le premier, c'est organiser une métropole apaisée. Et cet axe vise notamment à baisser la place du trafic automobile dans la métropole en développant des zones 30 et en développant également la pratique de la marche et du vélo. Et donc, à ce sujet, la métropole est en train d'élaborer son premier plan marche et son 3e plan vélo, en mettant en place notamment des aménagements adaptés à la pratique de la marche et du vélo, et en mettant en place toutes sortes d'actions pour favoriser leur pratique, telles que le prêt de vélo également. Le 2e grand axe de ce POA mobilité, c'est la conjugaison de la vie métropolitaine avec la vie de proximité. Et donc, cet axe vise le développement de grandes infrastructures de transport routières à travers l'optimisation de l'utilisation de la rocade et la participation de la métropole à la mise à 2x3 voies de la rocade, ou de la mise en place également d'informations en temps réel sur la rocade, mais également évidemment la mise en place d'un réseau performant de transport en commun. Et donc là, c'est toutes les actions de la métropole en faveur de la mise en place d'un réseau performant de transport en commun, et notamment le développement du réseau de tramway qui s'est énormément étendu ces dernières années, et avec l'exemple de la mise en service récente de la ligne D, par exemple.
Cet axe comporte également tout un axe de coopération avec les partenaires tels que le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui vise à bien coordonner toutes les actions de transport entre les différentes institutions qui agissent dans ce domaine. Le troisième grand axe du POA Mobilité, c'est favoriser les changements de comportement et donc passer d'une pratique monomodale à une pratique multimodale pour encourager vraiment la diversification des modes de déplacement. Et donc, pour encourager la diversification des modes de déplacement, Bordeaux Métropole mène beaucoup d'actions de communication auprès du grand public ou auprès également des écoliers et des entreprises à travers la mise en place de plans d'écomobilité avec des entreprises, par exemple. Donc, beaucoup d'actions de communication, de sensibilisation et des actions également sur le stationnement en lien avec les villes pour encourager le report modal et donc favoriser ce changement de comportement. Et le quatrième grand axe du POA Mobilité vise à mettre le développement durable au centre du projet de mobilité, donc pour une performance économique, sociale et environnementale. Et on retrouve dans cet axe toutes les actions en faveur de la desserte des zones d'activité, des actions également en faveur de la mobilité de tous et notamment des personnes à mobilité réduite, des actions pour limiter les nuisances dues au bruit avec le plan de prévention du bruit ou également des actions pour la mutation énergétique des transports avec la mise en place d'énergie propre dans les transports en commun. Et donc, toutes ces actions, effectivement, comme pour le POA Habitat, à travers cette modification du PLU, nous visons à mettre à jour le POA Mobilité avec les actions qui ont pu émerger depuis la mise en place du POA Mobilité, en intégrant des actions en cours telles que la mise en place du réseau express régional métropolitain, le RER métropolitain. Et dans un second temps, on intégrera également les actualisations qui auront pu émerger à travers la révision en cours de la stratégie des mobilités, qui vise donc à actualiser les actions de mobilité au vu des enjeux actuels et qui devrait aboutir d'ici à la rentrée. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Madame Bellagar, pour ces points complémentaires sur le POA Mobilité. Comme je le disais, on va prendre un temps de réponse à un certain nombre de questions qui sont posées actuellement sur la conversation. Avant cela, peut-être reprendre, enfin en tout cas laisser à nouveau la parole à Christine Volpiec, puis ensuite à Marine Loisel pour finir la présentation sur les documents constitutifs du PLU. Très bien, merci. Donc, effectivement, après ces documents, qui traduisent ces grandes orientations, ces objectifs et ces principales actions, je vous disais, en volume, le gros du PLU, c'est une boîte à outils réglementaire qui permettent un certain nombre de choses, et notamment le règlement, il fixe les règles d'utilisation des sols sur le territoire. Et pour ça, il peut notamment définir en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées, et il fait aussi celles qui sont interdites. Il peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leur dimensionnement, et surtout, il détermine des règles sur l'aménagement des abords et des espaces extérieurs. Il permet d'identifier, de localiser les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, et il permet de définir, le cas échéant, des prescriptions de nature à assurer la protection de tous ces espaces et de tous ces éléments. Le règlement permet de fixer également des emplacements réservés pour les voies, des ouvrages publics, un certain nombre d'équipements d'installation d'intérêt général qui contribuent à faire vivre la ville. Et parmi ces installations d'intérêt général, on compte tout ce qui a trait aux espaces verts notamment. Le règlement du PLU permet également, bien sûr ce sont des exemples mais qui ne sont pas exhaustifs, de délimiter des secteurs en lien avec ce que disait Hélène Troubert-Roubin tout à l'heure, des secteurs dans lesquels un pourcentage de la surface de l'opération peut ou doit être destiné à du logement locatif social ou à des logements en accession sociale par exemple. Dans le PLU de Bordeaux Métropole, on trouve différents types de zonages. En premier lieu, ce que j'évoquais tout à l'heure, des zonages agricoles et naturels, dans lesquels il y a une limitation des constructions autorisées pour préserver la nature et la fonction de ces secteurs. Et
D'autre part, on a un certain nombre de zonages et de règlements urbains, commençant par la lettre U, les règles des zonages urbains ou à urbaniser. Et il y a à ce titre 3 grandes familles de zonage dans notre PLU. La grande majorité du territoire est couvert par ce qu'on appelle les zones UM, les zones multifonctionnelles, puisque par essence, la ville est multifonctionnelle, autant que faire se peut. Et dans ces zonages, on trouve notamment dans ces règlements des règles de hauteur et d'implantation qui sont adaptées aux différents contextes pour répondre à la ville, à la métropole éclectique telle que l'évoquait Mme Bosque tout à l'heure. Il y a ensuite des zonages particuliers, comme on appelle dans notre PLU des zones UP, qui sont des zones urbaines particulières, et elles sont particulières soit parce qu'elles sont l'objet de projets, ce sont des sites de projets qui nécessitent d'avoir un règlement adapté à ce projet, et qui ne se déclinent qu'à cet endroit, donc des règlements uniques, ou alors des zones qui sont particulières parce qu'elles ont une valeur, un intérêt patrimonial avéré. Alors, on a bien sûr les zonages, on pense dans ces cas-là aux zonages de la ville de Thiers, hein, qui sont un peu l'essence de notre ville, mais on a aussi dans ce secteur-là, dans ces zonages-là, des témoignages de différents types d'architecture du XXe siècle notamment. On a ensuite des zonages spécifiques qui sont les zones US, et ce sont les zones que j'évoquais tout à l'heure qui nous permettent de pouvoir maintenir et développer les activités et les équipements nécessaires aux emplois et aux services que la métropole se doit d'offrir. Et enfin, entre les zones naturelles et agricoles et les zones déjà urbanisées, on a quelques secteurs en zone AU, qui veut dire à urbaniser, qui sont en quelque sorte les réserves foncières pour le développement de la ville. Au-delà de ces grands zonages, comment est-ce qu'on rentre dans le PLU, puisque le PLU se décline à toutes les échelles, et en ce qui vous concerne pour la plupart d'entre vous, ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est l'échelle de votre parcelle. Et donc, pour savoir ce qui vous concerne, ce qui regarde chacune des parcelles, il faut se tourner vers le plan de zonage. Et donc, vous avez à l'écran un exemple de plan de zonage, un extrait. C'est vrai que c'est complexe, hein, parce que le PLU, comme on l'évoque depuis le début de cette réunion, se doit de traiter tout un tas de choses et de combiner tout un tas de problématiques. Donc, sur ce plan, en premier lieu, ce que vous êtes amené à regarder pour voir ce qui concerne votre quartier, votre parcelle, votre îlot, c'est l'étiquette